On suppose que vous savez tous ce que c'est. Alors on peut débattre des heures pour savoir si c'est un fruit ou un légume, mais sachez qu'il y a une question beaucoup plus importante à se poser sur cette tomate. Et elle est très simple. D'où elle vient? Où poussent les tomates qui finissent dans nos assiettes? De juin à octobre, la plupart des tomates que l'on mange poussent en France, en Belgique ou aux Pays-Bas. Et pourtant l'hiver, les tomates sont toujours présentes dans vos supermarchés. Alors qu'il fait trop froid pour les faire pousser à grande échelle en France. La demande dépasse la production. Et dans ce cas-là, on fait comment? Eh bien on les fait venir d'ailleurs où elles peuvent pousser toute l'année. Beaucoup viennent du Maroc mais aussi d'Espagne. L'Espagne à elle seule représente 23% de nos importations annuelles de tomates. Et la plupart de ces tomates poussent ici dans le sud de l'Espagne, en Andalousie et plus précisément dans la région d'Almeria. Cette région est la plus grande productrice de fruits et légumes hors saison pour l'Europe, avec plus de 3 millions de tonnes produites par an. Tout ça vaut à cette région le surnom de grenier de l'Europe, mais aussi de mer de plastique, et c'est une réelle catastrophe écologique. Sur 200 km s'étendent des milliers de serres recouvertes de bâches de plastique. Alors ici, les fruits et légumes poussent toute l'année, mais dans quelles conditions? Il y a tellement de choses à dire qu'on ne sait même pas par où commencer. Parlons de l'eau, par exemple. Dans cette région aride, il pleut très peu, seulement 200 mm par an, soit 4 fois moins que la moyenne française. Alors, pour arroser toute la production, ils vont chercher l'eau dans les nappes phréatiques. Les premiers puits descendaient seulement à 30 mètres de profondeur pour atteindre l'eau, mais aujourd'hui tout a été pompé, il faut maintenant aller chercher l'eau à plus de 1500 mètres. Et à force d'assécher les nappes, le sol est complètement crevassé et n'absorbe plus rien. Mais ça n'a pas l'air de déranger cette région puisque la consommation agricole d'eau ne cesse d'augmenter. Et elle est tellement importante que la région a carrément mis en place des usines de désalinisation de l'eau de mer. Et le problème, c'est que dessaler l'eau a un énorme impact sur l'environnement. Déjà, ça demande beaucoup d'énergie, mais en plus, le sel extrait, appelé la saumure, est directement rejeté dans la mer et favorise l'érosion du littoral et la dégradation de la faune et la flore. Et face à ça, la région a décidé de mettre en place une quantité d'eau maximale pour chaque exploitation. Mais ça n'arrête pas les producteurs d'ici puisque la moitié des puits sont illégaux. Mais l'eau est loin d'être le seul problème, il y a aussi une énorme pollution. La quasi-totalité des serres sont recouvertes par des bâches en plastique. On parle de plus de 44 000 hectares, soit 55 000 terrains de football. Et ces bâches, elles doivent être remplacées assez régulièrement, sauf que très peu sont recyclées. La plupart sont brûlés à côté des plantations ou finissent dans la nature, sur les plages et même dans la mer. Là on est sur la plage, donc vraiment au niveau de la mer, et les serres vont quasiment jusqu'à la plage. Là il y a peut-être 10 mètres jusqu'aux serres. Et ils recrachent quelques déchets évidemment, du coup on retrouve des bâches de plastique qui sont enfouies et recouvertes par le sable. Voilà. C'est encore plus impressionnant là-bas. C'est dégueulasse. Parfois, ces bâches sont emportées par le vent sur plusieurs dizaines de kilomètres et finissent par polluer des zones protégées. Comme le parc naturel de Cabo de Gata. On s'est rendu sur place et même là, à des dizaines de kilomètres des exploitations, on y retrouve la pollution de la mer de plastique. Les spécialistes disent que la production annuelle de déchets de cette mer de plastique est égale à la quantité de fruits et légumes qui en sort. Donc, cette tomate a produit son propre poids en déchets, soit un total de 3 millions de tonnes de déchets par an.
Et il y a aussi la pollution invisible, celle des pesticides. Là où beaucoup de cultures utilisent de plus en plus d'insectes pour protéger les plants de tomates ou autres des maladies, ici, malheureusement, on continue de bombarder les cultures avec des litres de pesticides. Des produits dangereux pour la consommation. 80% des tomates provenant d'Almeria contiennent des résidus de pesticides, dont 7% au-delà des limites maximales. Mais le risque n'est pas que pour nous, consommateurs. Il l'est surtout pour la main-d'œuvre qui travaille ici. Et là aussi, la mer de plastique dépasse toutes les limites. Ici, ce sont plus de 80 000 immigrés qui travaillent sur les plantations, et dont la moitié seraient clandestins. Ils sont sous-payés et leurs conditions de travail sont alarmantes. Ils sont en contact avec des produits toxiques, sont surexploités, et quand ils ne travaillent pas, ils vivent dans des bidonvilles en bordure de la zone pour avoir plus de chances de travailler le lendemain. Et grâce aux immigrés sous-payés, la région peut donc proposer des prix bas pour les tomates et rester concurrentielle. Les autorités du coin l'ont bien compris et ferment les yeux sur ces pratiques. Pour finir, les plants de tomates par exemple que l'on fait pousser ici ont été sélectionnés afin d'obtenir des variétés avec un rendement maximal, une forme parfaite et une grande résistance aux maladies et au transport. Par contre, il y a un critère qui lui n'est pas pris en compte dans cette sélection, le goût. Ce qui explique cette fadeur que l'on trouve dans les fruits et légumes qui proviennent de cette région. Et pourtant, la région d'Almeria continue d'exporter ses fruits et légumes partout en Europe. Plus de 3 millions de tonnes par an acheminées par 1 millier de camions par jour. Mais alors, qui est à blâmer dans cette histoire? Les producteurs? Si on réfléchit, ils essayent seulement de survivre dans une région très pauvre d'Espagne, là où la surexploitation des cultures, c'est l'un des seuls moyens de gagner sa vie. Ou alors c'est la faute des coopératives et des transporteurs qui inondent notre marché de ces produits-là. Ou encore celle des grandes surfaces qui achètent ces tomates et qui nous les proposent. Non. En réalité, la faute, elle vient de nous. Nous, consommateurs, qui demandons à avoir des tomates en plein hiver. Et plus cette demande augmente, plus les impacts écologiques seront importants. Alors, y a-t-il une solution alternative et plus responsable pour manger des tomates en hiver? La réponse est oui, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. En France, par exemple, les choses sont en train de changer et on essaye en partie de remédier à ce problème pour pouvoir faire pousser des tomates en hiver. Toujours sous serre, mais en respectant beaucoup plus l'environnement. Mais pour l'instant, c'est pas suffisant. Surtout pour arriver à satisfaire la demande toujours plus importante. Alors, la solution la plus simple, c'est de privilégier des fruits et des légumes de saison. La tomate est un fruit ou un légume qui pousse chez nous de juin à octobre. C'est là qu'il faut en manger. Vous pouvez en manger en hiver, bien sûr, mais n'en abusez pas et surtout, vérifiez leur provenance. Parce que soyez conscient que cette tomate toute simple, avant qu'elle arrive dans votre assiette en plein hiver, elle a participé à un désastre écologique et humain. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Ce gros dos a été réalisé avec l'aide de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. D'ailleurs, on fait en ce moment une série de vidéos à propos de l'environnement sur leur site mtaterre.fr. On y parle de la montagne, de la mer, mais surtout de notre planète. Vous trouverez le lien en description.